Merci beaucoup et merci d'être présent ce matin. On est en petit comité, mais en général sur les Philippines, on est toujours en petit comité, surtout quand on fait du sectoriel. Mais du coup, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé, donc c'est déjà un bon début. Donc je vais vous parler un petit peu des Philippines parce que j'ai cru comprendre que c'est un marché assez nouveau pour certains d'entre vous. Donc je pense que c'est important de discuter des fondamentaux, de savoir un petit peu quel type de marché on a aux Philippines. Donc pour vous donner un petit peu une idée, je ne vous ai pas mis une carte parce que je pensais que vous saviez quand même à peu près où c'était. J'aurai une carte du pays pour vous montrer les différentes régions parce que c'est important, surtout quand on parle du secteur de l'énergie. Mais en tout cas, on est en Asie-Pacifique. On est intégré à l'ASEAN, donc on fait partie des pays de l'ASEAN, et on est du côté de l'océan Pacifique et de la mer de Chine, de l'autre côté. C'est important à noter parce qu'en fait, on est un archipel de plus de 7000 îles. Donc en termes d'énergie, ça pose des problèmes qui sont des opportunités pour les sociétés comme les vôtres, parce qu'effectivement, on n'a pas toutes les îles qui sont connectées. Et on a des îles qui sont peuplées, donc il faut quand même arriver à approvisionner tout le monde en énergie. Et surtout, on a un tourisme qui se développe assez, donc je vous expliquerai, il y a des opportunités liées également au tourisme. On a 105 millions d'habitants aux Philippines, une superficie, si on rassemble à peu près les îles, qui est plus ou moins 2 fois la France. On a par contre la majorité de la population qui habite sur une île. Qui est l'île où se situe Manille, où est la CCI et où je vis. On est à peu près 12 millions d'habitants sur Manille. Ça, c'est les habitants recensés dans le Grand Manille. Forcément, si on compte en plus les gens qui ne sont pas vraiment enregistrés, qui habitent en périphérie de la ville et ainsi de suite, on est plus ou moins à 20 millions. Donc on a vraiment une grande majorité de la population qui est sur la ville de Manille. Je vous montrerai ça tout à l'heure pour voir un petit peu où ça se situe. Ce qu'il faut savoir, c'est en termes d'accès aux Philippines, vous avez l'aéroport international à Manille. Depuis la France, c'est aussi important à noter, Sabella le sait parce qu'ils ont fait déjà plusieurs déplacements pour venir nous voir. C'est pas la porte à côté parce qu'on n'a pas de vol direct depuis la France. Donc en général, il faut compter un minimum de 18 heures depuis Paris. Avec une escale au Moyen-Orient ou sinon sur Taïwan, Singapour. Donc en général, les gens qui viennent prospecter le marché philippin en profitent aussi pour faire la visite de nos pays voisins, donc d'ASEAN. C'est toujours un bon moment pour justement faire un petit peu le tour et voir ce qui s'y passe. En termes de croissance du PIB, ça fait plus de 5 ans qu'on est à plus de 6%, donc une croissance forte. Qui en début de cette année et en début d'année dernière était la première croissance en Asie devant la Chine. Donc je vous expliquerai les différents facteurs de croissance. L'année dernière, c'était principalement les élections présidentielles. On avait des élections au niveau du gouvernement philippin. Je n'ai pas vraiment de slide dessus, mais c'est ça. Mais je préfère vous en parler d'entrée parce qu'en général, les gens posent des questions parce que des fois, ils ont entendu des rumeurs Duterte. C'est ça. Donc, président Duterte qui a été élu sur un mandat non renouvelable. Donc, aux Philippines, on a eu une dictature dans les années 80 qui font que la Constitution a changé un petit peu. On n'a pas de mandat renouvelable pour les présidents. Il est assez connu, malheureusement pour nous, à l'étranger parce qu'il parle beaucoup et il utilise des mots... Voilà, donc en fait, il est un peu considéré comme le Trump de l'Asie. Donc il a un petit peu les mêmes discours, il utilise un petit peu le même langage et ça nous cause quelques problèmes en termes d'image à l'international. Vous avez certainement aussi dû entendre parler, je préfère aborder le sujet avant qu'on me pose la question, mais en début de son mandat, il y a eu une guerre assez féroce contre la drogue. Il y a plus de 7000 personnes qui sont mortes. Qui ont été en fait soit abattus par la police, soit c'était des règlements de compte internes. Et je dirais que le gouvernement a vraiment poussé pour que ce soit vraiment des règlements de compte. Comme ça, ils pouvaient un peu s'en laver les mains et dire en fait, c'est pas nous, c'était des règlements internes, donc on n'a rien à voir dans cette histoire. Il faut savoir que ça a maintenant été contenu, donc ça s'est arrêté. Il y a eu vraiment un gros, je dirais, un appel de la communauté internationale pour que ça s'arrête. Donc maintenant, c'est sous contrôle. Ça faisait partie un petit peu de son mandat quand il a été élu. Il a dit, ben voilà, moi je vais nettoyer un petit peu la population des problèmes de drogue.
pourquoi je vous en parle, parce qu'il y a certaines sociétés qui viennent nous voir et qui nous disent les Philippines, ça fait peur, il y a des règlements de compte dans la rue. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. En général, pour ce type de règlement de compte, c'est vraiment des zones où de toute façon vous n'allez pas aller. C'est assez localisé, je dirais. En parlant d'autres risques, parce que quand on y est, autant parler de tous les risques, on a aussi des choses que vous avez peut-être vues dans les nouvelles, parce qu'il y a un groupe indépendantiste musulman dans le sud du pays qui est très proche justement des différents groupes qu'il peut y avoir aussi en Malaisie et en Indonésie. Ça fait des fois les nouvelles, donc j'en parle aussi pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un groupe indépendantiste qui a toujours été présent. Les Philippines sont un pays catholique, 95% catholique. On a 1% de la population qui est musulmane, qui habite dans cette zone du pays, je vous la montrerai tout à l'heure sur la carte, qui est tout au sud. Encore une fois, c'est des actes qui sont vraiment isolés. C'est jamais monté jusqu'à la capitale. Et c'est des revendications indépendantistes qui perdurent. Il y a un traité de paix qui a été signé pour la paix justement dans le sud du pays. Donc voilà. Après, encore une fois, ça n'affecte pas le monde des affaires qui est principalement sur l'île principale de Luzon, qui est très loin, à 2 heures d'avion de ces groupuscules musulmans. Mais je préfère vous en parler parce qu'en général, les gens ont une perception des Philippines, malheureusement, qui n'est pas toujours très positive. On entend parler des plages, mais aussi on entend parler du président et on entend parler de la guerre, et puis de la guerre contre la drogue, mais aussi surtout de ces groupuscules musulmans dans le sud du pays qui font parler d'eux. Donc, pour en revenir aux chiffres, on a un taux de croissance qui est élevé, mais on a une inflation qui est contrôlée. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment eu de grosses variations là-dessus. On en parlait juste avant. Par contre, il y a des petites variations au niveau du taux de change à l'heure actuelle et depuis le nouveau président qui sont assez importantes. On a eu un changement de près de 20% entre l'euro et le peso philippin. On a des pesos philippines à noter sur un an, donc c'était quand même assez important en termes de changement. Le peso valait 20% moins par rapport à l'euro. C'est ça, en fait, c'est ça, donc le peso s'est déprécié par rapport à l'euro. Donc, on va vendre là-bas, coûte encore plus cher pour eux. C'est ça. Mais faut savoir que c'est pas lié à l'euro, parce que la zone euro, je vous en parlerai tout à l'heure, en termes de partenaire commercial, forcément, c'est pas si important que ça, mais c'est surtout par rapport au dollar. Donc c'était vraiment lié à la valuation du peso par rapport au dollar américain. Un taux de chômage qui est aussi assez limité. On est à 4,7% de taux de chômage sur une population de plus de 100 millions d'habitants. C'est plutôt bien. Par contre, il faut savoir qu'il y a un taux de jeunes diplômés qui sont en recherche d'emploi et qui se retrouvent très souvent sur des postes où en fait ils sont surqualifiés. Donc on a des gens qui trouvent du travail, mais pas forcément en adéquation avec leur niveau de qualification. Et on a souvent dans les grandes villes des jeunes diplômés de bonnes universités locales qui se retrouvent dans des conditions de pauvreté assez difficiles. Voilà, donc voilà pour les mauvaises nouvelles. Je vais vous parler des bonnes nouvelles maintenant. Donc les relations commerciales entre la France et les Philippines, on est un petit pays en termes de relations commerciales avec la France. Par contre, on a eu je dirais, une augmentation de nos échanges commerciaux, principalement pour 2 raisons. Donc la première étant SPG+, qui est en fait un accord entre l'Union européenne et les Philippines, qui vous permettent d'importer en Europe des produits depuis les Philippines sans taxe. Donc ça, c'est décliné sur une liste de plus de 6000 produits. Ça vient d'être renouvelé il y a quelques semaines sur 1500 produits supplémentaires. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, on a vendu des avions. Donc forcément, dans la balance commerciale, ça aide toujours. Donc on est le 4e partenaire commercial en tant qu'Union européenne. Et puis dans l'Union européenne, on est le 2e partenaire.
les relations commerciales, c'est juste, je sais que c'est assez petit, mais c'est juste pour un peu vous expliquer le mix des produits. On est principalement sur des composantes électroniques. Il faut savoir qu'aux Philippines, on a une belle société française, ST Microélectronique, qui produit les cartes à puce aux Philippines. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, un des secteurs dans lesquels les Philippines sont plutôt forts. Il y a beaucoup de capacités dans ce domaine-là. Ça veut dire aussi qu'il y a des parcs industriels. Les parcs industriels, c'est assez important pour vous aussi parce qu'il y a des besoins énergétiques dans ces parcs-là qui sont gérés de façon privée. Donc on en reviendra un peu plus tard sur la partie énergie. On a aussi forcément des produits agricoles et puis également des produits industriels qui vont un petit peu dans les deux sens. Alors, l'environnement des affaires. Pour en revenir un petit peu à l'histoire des Philippines, juste pour que vous compreniez dans quel type de pays on est, les Philippines ont été colonisées par les Espagnols et étaient sous influence espagnole pendant 3 siècles. Donc, ça veut dire que déjà, on a hérité de la religion catholique, mais surtout en termes de culture des affaires, ça veut dire qu'on a, dans un premier temps, une espèce de perception qu'on est dans un contexte assez, je dirais, assez occidentalisé. Parce qu'encore une fois, dans les manières de faire, on a cet héritage-là qui a ensuite été suivi par 50 ans de présence américaine. Donc, il faut savoir qu'aux Philippines, la langue officielle dans le monde des affaires est l'anglais. C'est la langue officielle du pays également, au même titre que le philippin. Par contre, le philippin est une langue officielle seulement depuis une vingtaine d'années, contrairement à l'anglais. Donc, en termes de courant d'affaires, c'est déjà bien plus facile que dans beaucoup de pays de pouvoir échanger et communiquer avec les interlocuteurs parce qu'ils parlent tout simplement anglais. Donc en général, on vient nous demander des services de traduction aux Philippines si vous parlez anglais et puis vous n'en avez pas besoin. Les réseaux et les relations sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système où on a à peu près 25 familles qui gèrent tout le pays. Donc on a 25 familles qui sont très présentes dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est économique, dans le secteur de l'énergie forcément, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, et qui, je dirais, ont géré le pays et vont gérer le pays dans les prochaines années à venir également. C'est très important à savoir parce que c'est important quand on a un partenaire de se retrouver justement dans des partenariats avec des sociétés qui ont de bonnes relations avec ces familles influentes. Alors, ce qu'on entend par là, c'est qu'on est en Asie. Donc, on a le concept de la face, je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler, où il ne faut pas se retrouver dans un conflit ouvert avec une personne en Asie de façon générale. En France, c'est plutôt normal, je dirais, quand on échange, des fois d'avoir des divergences au niveau des avis et des fois d'être un peu franc dans ces échanges-là. Aux Philippines et en Asie de façon générale, il vaut mieux pas. Parce que la personne en face de vous va perdre la face, va avoir honte d'une certaine façon et va se renfermer dans une situation de négociation. C'est extrêmement dérangeant parce que cette personne-là, vous allez perdre votre contrat de façon sûre et certaine parce que vous avez fait perdre la face à votre interlocuteur. Aux Philippines, c'est d'autant plus compliqué dans le sens qu'on a cet héritage espagnol qui fait que les gens ont aussi un peu le sang chaud, comme les Français. Mais avec ce concept philippin. Donc quand ils ne sont pas contents, ils ne vont pas directement vous le dire, mais vous allez vraiment plus avoir de nouvelles. Ça arrive aussi dans les sociétés. Donc les gens qui se retrouvent à finalement s'implanter aux Philippines, à employer des employés locaux, s'ils se retrouvent dans un conflit ouvert, et d'autant plus s'il y a d'autres, je dirais, témoins à cette confrontation, vous allez avoir des gens qui vont démissionner sur le champ, en fait. Ils vont juste partir et plus jamais revenir parce qu'ils ont été mis dans une situation considérée comme honteuse et ils ont perdu la face. Donc, il faut le savoir parce que c'est vrai que dans les échanges, après, si vous avez l'habitude du grand export, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention parce que c'est des us et coutumes locaux qu'il faut quand même prendre en compte quand on échange avec le pays. Établir des affaires prend du temps. Parce que les gens sont dans des relations qui demandent beaucoup de confiance. Donc, de façon générale, quand on arrive aux Philippines, on rencontre un partenaire potentiel, un acheteur potentiel. Il va vous poser plein de questions par rapport à vos vies privées.
faut le savoir parce qu'en fait, c'est sa façon à lui de voir s'il peut vous faire confiance ou pas et de voir si peut-être éventuellement il y aura des affinités qui vont faire que vous allez mettre en place un partenariat. Cette part de la vie privée est très importante et c'est souvent très étrange pour les sociétés françaises parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aller raconter sa vie quand on va rencontrer un partenaire commercial. Mais c'est très important pour les Philippins parce que ça leur permet de voir et d'avoir une vision de quel type de personne vous êtes, de quel type de société vous représentez, de quel type de société vous dirigez. Et pour eux, c'est très important d'avoir cet aperçu-là. Après, libre à vous hein, de donner plus ou moins d'informations, mais en tout cas, ne soyez pas offensés par justement ce type de questions, ces questions très ouvertes qui en général arrivent dès le premier jour. Les affaires prennent du temps aussi par rapport au dernier point, par rapport à la bureaucratie. Donc on est dans un pays où la bureaucratie, les enregistrements, les douanes, ainsi de suite, ça prend du temps. Pire qu'en France. C'est possible. Pire qu'en France, parce que des fois, quand on est sur des projets très très spécifiques, il n'y a pas forcément une entité gouvernementale en face qui comprend ce que vous faites. Donc, quand on arrive aux douanes et qu'on leur dit « mais attendez, ce produit, c'est justement pour un test, c'est pas but commercial », ils ne vont pas comprendre parce qu'en fait, vous êtes dans quelque chose de trop spécifique. Vu votre secteur d'activité, vous êtes de toute façon dans quelque chose d'extrêmement spécifique. Vous avez des entités gouvernementales en face de vous qui ne comprennent pas nécessairement ce que vous leur expliquez. Donc ça, il faut le savoir parce que ça peut ralentir les procédures. D'où, encore une fois, on en reviendra tout à l'heure dans la façon d'intégrer le marché, mais d'où l'importance d'avoir un partenaire solide qui comprenne ce que vous faites, qui soit là pour vous soutenir en fait, dans toutes ces démarches-là. Les démarches d'enregistrement aussi, si vous avez besoin d'autorisation pour vos activités, pour vos produits, pour vos services, ça prend du temps. Donc il faut aussi compter ça en général. Si on parle d'une création d'entreprise, d'une implantation, il faut compter au moins 6 mois pour une création d'entreprise aux Philippines. Si vous avez besoin de certification et d'autorisation, il faut ajouter un minimum de 6 mois jusqu'à 1 an pour avoir ce type de validation. Pour vous donner un petit peu un exemple, dans la zone, c'est des délais qui sont relativement similaires à nos pays voisins. On s'entend, je ne parle pas de Singapour où tout va extrêmement vite, mais pour les autres pays aux alentours, c'est quelque chose d'assez commun. Ça peut aller un peu plus vite si, encore une fois, vous avez un partenaire qui a les bonnes connexions. Donc, c'est ça. Par contre, alors, je vais peut-être du coup faire le point par rapport à la corruption, c'est aussi une question qu'on a assez souvent. Je dirais que le gouvernement actuel et le gouvernement précédent ont vraiment fait le ménage pour faire en sorte d'améliorer la perception du pays, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours qui vient un petit peu freiner les ardeurs des investisseurs étrangers, des sociétés étrangères à venir investir dans le pays, donc ça va beaucoup mieux. On est plus sur des situations de corruption sur les gros chantiers, ce genre de choses. Dans la vie de tous les jours, dans les importations de tous les jours, ça va quand même beaucoup mieux. Donc on a quand même une amélioration considérable parce qu'on a eu la digitalisation de beaucoup de process qui forcément évite qu'il y ait plusieurs interlocuteurs. Donc, création d'entreprise aux Philippines, ça c'est le cas général. Je vous expliquerai tout à l'heure en termes de partenaires aux Philippines dans votre cas précis au niveau des énergies renouvelables. De façon générale, vous pouvez créer une structure aux Philippines. Par contre, il y a des limitations. Au niveau de l'énergie, vous avez une limitation de part de capital de 40%. Il faut le savoir. Non, non. Par contre, il existe forcément des montages au niveau légal qui vous permettent d'avoir quand même un contrôle d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui est assez commune, mais il faut quand même le savoir parce qu'en termes de business model, c'est quelque chose à prendre en compte. Je sais qu'il y a certaines sociétés qui n'envisagent jamais de s'implanter ou d'aller explorer un nouveau marché s'il y a une limitation de capital qui en fait vous donne pas la majorité de vos activités. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail parce qu'après, on est vraiment sur des détails très je dirais, techniques en termes de création d'entreprise. Mais la chose à retenir, c'est vraiment qu'il y a une limitation de capital.
Alors, on va juste faire les différents secteurs porteurs rapidement parce que c'est des secteurs qui vous donnent des opportunités aussi au vu de votre secteur d'activité. Donc, ce qu'il faut savoir qu'un des premiers secteurs d'activité aux Philippines, c'est l'externalisation de services. Ce qui veut dire qu'on est sur de gros parcs IT avec des besoins au niveau énergie, parce qu'on a des data centers, on a ce genre de choses qui ont besoin de réfrigération, qui ont besoin de pas mal d'énergie. On est sur un système de connexion qui n'est pas forcément stable. Donc, toute société aux Philippines, en général, quand ils ont de gros volumes à gérer, vont avoir leur génération propre en termes d'énergie. Donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir. C'est un des principaux secteurs en termes d'emploi aux Philippines. C'est aussi un des principaux secteurs en termes de croissance. Les principales sociétés implantées là-bas sont forcément des sociétés américaines, mais on a aussi des sociétés françaises. Donc, j'expliquais aux collègues de la BCI juste avant, on a Téléperformance, qui est une société française qui emploie 35 000 personnes aux Philippines pour tout ce qui est activités reliées en fait au call center, mais aussi aux activités support qui soient un petit peu rentrée des données, ce genre de choses. Gestion des fichiers, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un gros secteur porteur avec beaucoup d'opportunités. Ils sont aussi, justement, je parlais des parcs IT. Le gouvernement met en place aussi des parcs avec justement des différents avantages fiscaux pour se mettre en place dans ces parcs-là. Donc là, c'est aussi des opportunités avec des acteurs privés qui gèrent ces parcs-là et qui sont aussi en charge d'alimenter ces parcs. L'agriculture, brièvement, on est sur un secteur qui est quand même assez, je dirais, qui n'est pas très développé. On est, Je pense qu'il y a une coquille, on a dit, il y a plus de 30 hectares. Pardon, oui, il y a une coquille, effectivement. On est sur justement 41% de terres agricoles, donc effectivement, on n'est pas sur 30 hectares. On est un taux de croissance qui est assez faible par rapport à 3%, c'est faible aux Philippines, si on compare aux autres secteurs d'activité. Parce qu'on est encore une fois sur quelque chose de pas forcément mécanisé. Donc on est sur quelque chose vraiment de l'agriculture de subsistance en majorité, sauf certains secteurs qui partent pour l'export. Donc quand ça part pour l'export, là c'est vraiment, on a un petit peu plus d'activité. Ce qui part à l'export, c'est principalement tout ce qui est relié à la culture de noix de coco en termes d'huile de coco, qui est utilisée pour tout ce qui est alimentaire, mais aussi tout ce qui est cosmétique. On a tout ce qui est fruits exotiques du type mangue, ananas, et énormément qui partent justement en Europe. Et puis on a aussi tout ce qui est poisson. Donc on a une industrie du thon par exemple qui est assez importante aux Philippines, avec là encore une fois des usines pour la transformation des produits et ainsi de suite, qui encore une fois nécessitent aussi leur propre alimentation en termes d'électricité. Donc on en parlait avant, pour tout ce qui est élevage, là on est principalement sur du porc. Donc, La volaille aussi, on a de la volaille. Là, c'est 10%, Ouais. Alors non, la volaille, c'est 12%. On est sur la volaille, on est sur 12%. Donc la nourriture, c'est principalement composé de porc ou de volaille. C'est principalement du poulet sur tout ça. Il y a des élevages un peu industriels de poulet ou c'est que Non, on n'est pas sur des élevages considérés industriels à l'échelle de ce qui se fait en France. C'est plus petit que ça. Mais par contre, si ça vous intéresse, juste pour avoir une idée justement du type de volume aussi que ça peut générer pour vos différentes activités, je peux vous donner des informations là-dessus. Oui, parce qu'on a des solutions aussi pour valoriser de la litière de volaille. Mm-hmm. Donc il y a peut-être des choses à faire sur la volaille aussi. D'accord. Donc oui, je pourrais vous envoyer des informations là-dessus sur le volume que ça représente. Le tourisme. Alors le tourisme, même si on a de très belles plages, on n'a pas encore tant de touristes que ça, ce qui est plutôt pas mal parce que quand on va en vacances, des fois c'est aussi bien de se retrouver sur des plages où il n'y a personne. On est à 6 millions de touristes. Il y a un plan très ambitieux du gouvernement qui veut doubler ce chiffre.
parce que, encore une fois, on a des destinations touristiques vraiment, vraiment intéressantes. Par contre, ça demande un gros effort au niveau des infrastructures. Donc ça, c'est un des autres secteurs porteurs. Il y a de gros travaux en cours actuellement, des chantiers au niveau des trains, au niveau des ponts, des routes, et même des aéroports, pour pouvoir accueillir ces touristes-là. Pourquoi je vous parle du tourisme? Parce qu'encore une fois, on est sur des îles. On a beaucoup de complexes hôteliers qui sont sur des îles isolées et qui ne sont pas forcément connectés. Donc ils ont besoin, encore une fois, de leur propre génération d'énergie. Et donc du coup, là, ça crée aussi pas mal d'opportunités. On a aussi beaucoup maintenant d'eco-resorts où ils ont besoin de solutions qui soient vertes, de solutions en énergie renouvelable et ainsi de suite, parce que c'est vraiment... Je dirais en termes d'image, c'est un petit peu ce à quoi attendent les Philippines en termes de tourisme. Ils veulent un tourisme qui soit vert. On a une des principales îles des Philippines, Boracay, que vous avez peut-être entendu parler, qui est vraiment... C'est un petit peu Ibiza des Philippines. Et ça a été fermé pendant 6 mois pour nettoyage, justement, parce que le gouvernement a décidé qu'en termes de production de déchets, traitement des eaux usées et ainsi de suite, ils n'étaient pas aux normes. Donc ça aurait été trop compliqué, je dirais, d'y aller au compte-gouttes et puis gérer ça. Donc ils ont fermé complètement l'île pendant 6 mois. Donc là, ça fait à peu près 2 mois que c'est fermé déjà. Donc il y a vraiment une grosse volonté du gouvernement de transitionner et puis d'avoir une image un peu plus verte. Pourquoi? Parce qu'on utilise principalement du charbon. J'en reviendrai tout à l'heure, mais on est sur du charbon et ces différents hôtels qui se retrouvent sur les îles, en général, leur principale façon d'alimenter leur hôtel, ça reste quand même tout ce qui est fuel. Donc on n'est pas vraiment sur des solutions très vertes, donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de différentes solutions. On n'a pas vraiment d'entreprises locales qui sont dans les énergies renouvelables, donc c'est plutôt intéressant. Oui? Et il y a une dynamique nationale sur quel choix pour l'énergie va explorer? Alors, ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a une dynamique nationale pour savoir quelles solutions ils veulent mettre? Oui, alors j'ai des chiffres tout à l'heure à vous montrer. On est sur, je dirais, les consignes de façon générale du gouvernement, c'est vraiment d'essayer d'amoindrir la part du charbon dans la production d'électricité. Après, on n'a pas vraiment quelque chose qui est spécifique au mix énergétique avec des consignes bien précises dans tout ce qui est solaire, biomasse, éolien, ainsi de suite. Donc on est plus sur une vision générale d'amoindrir cette part du charbon. Mais on en reviendra tout à l'heure avec les différents tarifs aussi disponibles en fonction du type d'énergie. Donc j'en parlais tout à l'heure, infrastructure, parce qu'on a besoin, on a un taux de croissance important, on a énormément de monde aux Philippines, il faut que ces gens-là puissent se déplacer, il faut qu'on puisse accueillir plus de touristes, il faut que les gens puissent se déplacer d'une ville à l'autre. Les embouteillages à Manille, c'est quelque chose d'assez, je dirais, tu t'en souviens, c'est pas toujours évident, hein, donc il faut se lever tôt le matin pour se déplacer. Donc ça me fait toujours sourire quand les gens disent qu'il y a des embouteillages en France, je dis ah oui. Pour vous donner un ordre d'idée, notre comptable habite à peu près 6 km du bureau, des fois elle met 2 heures. Donc, mais il n'y a pas de trottoir. Donc voilà, d'où les projets d'infrastructure, parce que c'est assez difficile. C'est des problématiques qui sont propres à beaucoup de pays, des pays en voie de développement. Jakarta, en termes d'embouteillage, c'est exactement la même chose. On ne parle même pas des villes en Inde. On est vraiment sur une situation où on a une ville extrêmement densément peuplée et puis pas assez d'accès. Je dirais un plan au niveau de l'infrastructure qui n'était pas forcément pensé à l'échelle nationale non plus. Donc on est à chaque fois un maire qui va construire quelque chose et ce n'est pas forcément en raccord avec le reste de la ville, même de la globalité du Grand Manille. Donc peut-être quelque chose, il faut faire attention de ne pas faire la même gamme entre la ville de Manille, qui est en fait une petite ville à l'intérieur du Grand Manille. La ville de Manille, il ne s'y passe quasiment rien. Donc si vous venez aux Philippines, vous n'allez pas forcément passer par la ville de Manille. Le Grand Manille est constitué de différentes villes, dont la ville de Makati, où sont situés nos locaux, et qui est le centre d'affaires en fait du Grand Manille. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte parce que les gens en général ne savent pas que Manille, c'est pas exactement là où ils vont. Donc c'est le Grand Manille.
Et une autre question, le port principal, il est à Manille aussi? Il est à Manille. Alors ça posait beaucoup de problèmes aussi en termes justement de dédouanement et puis pour pouvoir sortir la marchandise. On a une nouvelle loi qui a été mise en place depuis la fin de 2016 qui autorise maintenant les transporteurs étrangers à pouvoir décharger dans d'autres ports que Manille. Parce que jusqu'à 2016, c'était pas autorisé pour les transporteurs étrangers de faire les connexions avec les différentes villes à l'intérieur. Donc maintenant, il y a un gros port à Cebu, qui est la deuxième ville principale du pays. Il y a un port au nord de Manille et un au sud de Manille qui sont un petit peu à l'extérieur. Donc si vos projets ne sont pas directement dans la ville de Manille, vous avez des options maintenant pour sortir en fait, parce que ça pose forcément des problèmes de congestion. Donc en fait, depuis l'international, on imagine qu'on fait partir un conteneur de chez nous, il arrive dans un des grands ports et après, pour retourner sur les compétis, ça se passe comment? C'est d'autres bateaux qui font les liaisons régulièrement? C'est ça. Il y a énormément de liaisons, hein. Donc de ce côté-là, c'est un transport régulier, jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Du moment que vous êtes connecté, je dirais, à une ville d'une certaine importance en province. Après, je sais qu'en fonction de vos projets, des technologies dont vous disposez, des fois, c'est pas vraiment dans un centre facile d'accès. Mais en tout cas, oui, l'interconnexion entre les îles, c'est quelque chose qui se fait. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Donc c'est ça. Donc en 2018, là, on est parti sur un projet de 17 milliards d'euros. Pour justement ces différents projets en infrastructure avec de belles sociétés françaises forcément qui sont impliquées. On a justement, bon après c'est des gros groupes, hein, mais on a Alstom, on a Bouygues, on a différentes sociétés françaises impliquées dans tout ça. L'agroalimentaire, on est on en parlait, mais c'est principalement la transformation des produits agricoles qui partent vers l'export. On a aussi énormément de production de boissons, forcément des boissons gazifiées, les sodas en fait. On est un des pays au monde qui consomme le plus de soda. Forcément, c'est un petit peu les traces de l'héritage américain. Le coca marche plutôt bien aux Philippines et toute boisson sucrée en fait. Donc on a aussi des productions locales qui aussi, eux, en général, sont des gros sites dans des parcs industriels en périphérie de la ville. Alors, pour tout ce qui est énergie renouvelable, donc on en a parlé tout à l'heure. On est sur un taux de change qui est faux ici. Donc on est à 15 cents du kilowattheure et non 86. 8 cents, on est à 15. Je pourrais vous envoyer une version à jour. On est la deuxième énergie la plus chère d'Asie après le Japon. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a une situation géographique compliquée et puis on est trop loin de nos voisins. Donc on est incapable de récupérer de l'énergie de nos voisins. On est en nécessité d'autosuffisance avec des moyens forcément limités. Donc on se retrouve dans cette situation-là. Ça fait très longtemps qu'on est dans cette situation-là aux Philippines. On avait un gros monopole du gouvernement aussi, mais en 2001, ça s'est un petit peu ouvert avec l'autorisation d'acteurs privés de venir intervenir en fait et de produire de l'électricité. On a deux entités nationales qu'il faut prendre en compte, Transco et NGCP, donc la National Transmission Company et National Grid Corporation of the Philippines, qui sont en fait les deux entités qui vont un petit peu chapeauter à l'échelle nationale le transport d'électricité et aussi la gestion des tarifs. Donc ils vont s'occuper de la convergence des différents acteurs privés. On est sur un contrat, une concession de service public de 25 ans pour NGCP qui a commencé uniquement en 2008. Donc je dirais en termes de vision et de compréhension des années à venir, on est sur quelque chose qui est relativement stable. C'est des contrats renouvelables, hein, donc on est sur 25 ans renouvelables. Donc je vous parlais tout à l'heure des grandes familles et des grands groupes aux Philippines. Là, typiquement, on est sur les 3 familles principales qui sont listés ici en termes de principaux fournisseurs d'énergie aux Philippines. Le groupe Lopez, c'est la famille Lopez. Lopez parce que c'est une famille issue des familles, des colonies, voilà. Aboitiz, c'est la même chose, c'est les descendants des familles des colonies espagnoles.
et qui toutes en fait possèdent aussi leur parc industriel, possèdent des banques, possèdent des télécommunications, possèdent tout le reste. Donc on est vraiment sur des conglomérats importants. Et le dernier, SMC Global Power, qui est en fait une des sociétés du groupe de la famille SI, qui est une famille sino-philippine et qui possède tous les centres commerciaux du pays. Donc, et aussi la principale banque commerciale du pays. Donc on est vraiment, je vous dis ça parce que ça vous permet un petit peu de comprendre qui gère quoi, qui sont les donneurs d'ordre, qui sont les principaux producteurs et les principaux utilisateurs en termes d'énergie. Donc, absolument. Ils ne se marient pas entre eux. Donc vous avez les familles aussi espagnoles, enfin descendantes espagnoles, qui sont un petit peu dans leur côté. De l'autre côté, vous avez les familles sino-philippines. Donc il y a des alliances et des passerelles entre les familles. Mais ils se marient entre les familles d'héritage espagnol et les familles d'héritage sino-philippines. Donc les familles chinoises et les familles espagnoles ne se mélangent pas. Par contre, il y a beaucoup d'alliances entre les familles d'héritage espagnol et puis les familles à héritage chinois. Donc on est vraiment sur de gros conglomérats. Il faut savoir qu'en 2015, on a une nouvelle loi qui s'est mise en place justement pour tout ce qui était compétition, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de monopole, parce qu'on a énormément de monopoles aux Philippines, ce qui joue aussi sur les tarifs forcément de l'électricité. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place. Comme toute nouvelle organisation et quand on lutte contre des groupes aussi importants qui ont aussi leur connexion au niveau du gouvernement, parce qu'ils sont le gouvernement, c'est assez difficile. Donc ce groupe-là qui s'occupe et qui est censé justement faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations de monopole consistants ont un petit peu de mal, mais ils travaillent aussi avec l'Organisation mondiale du commerce et ce genre d'organisme supranational pour faire en sorte qu'on y arrive petit à petit, parce que forcément les acteurs étrangers présents râlent aussi un petit peu parce qu'ils se retrouvent dans des situations des fois un petit peu compliquées. Donc voilà, donc là on a 3 familles principales et c'est les principaux exploitants aussi. Ils se répartissent aussi de façon géographique le pays. Donc vous allez voir au niveau des différentes régions, ils ne se marchent pas sur leur platement. Donc ils ont chacun leur région et puis ils gèrent leur parc de cette façon-là. Alors, la principale source d'énergie aux Philippines, on est le charbon. Donc là, vous avez un petit peu une idée du mix. On est sur principalement du charbon. On vous a rajouté aussi l'évolution entre 2015 et 2017. Donc on a quand même, le charbon reste quand même principal avec une grosse croissance. On est vraiment sur quelque chose d'assez minime sur tout ce qui est énergie renouvelable, mais par contre, on a de nouveaux projets et un taux de croissance assez constant. Donc, si vous regardez tout ce qui est solaire et tout ce qui est géothermie, on est quand même sur la croissance assez impressionnante, 115%, 90% d'évolution. On part de loin, mais encore une fois, parce qu'il y a des initiatives au niveau du gouvernement et parce qu'il y a de plus en plus de demandes liées à la croissance et aussi du secteur privé. C'est l'évolution de la production en mégawattheure. Oui, c'est l'évolution de la production. L'évolution de la puissance installée en mégawatts. Ça, c'est l'évolution de la puissance installée. Là, on est en mégawatts sur la puissance installée. On reviendra au mégawattheure tout à l'heure, sur un autre tableau. Donc, je pense qu'il faut le micro. Non, oui. Donc, si vous voulez, je peux répéter les questions, comme ça on les aura au micro. Ok. Alors, ça, je vais passer directement sur ce tableau-là, parce que ici, vous avez une meilleure idée au niveau du mix par rapport aux régions. Donc, on est sur les 3 régions principales. Donc, la partie orange, ici, ça c'est la première région du pays qui est Luzon. Donc, vous avez à Luzon, ici, la ville de Manny. Donc, ça, c'est la première région aussi en termes de... Bon, ça se voit aussi, hein, en termes de représentation économique du pays. Forcément, il y a des besoins beaucoup plus importants. La ville de Manny est située ici. Donc, on est aussi sur l'île, je dirais, qui a le plus de connexions au niveau de la terre. Les autres ports d'entrée des Philippines se situent ici à Batangas. Vous en avez un ici au-dessus de Manny à Subic, pardon. Et ensuite, vous avez la deuxième ville principale du pays qui est ici à Cebu.
Cebu, qui est la capitale de la deuxième région administrative du pays, qui sont les Visayas. Donc si vous voyagez un petit peu aux Philippines, à titre professionnel ou personnel, les Visayas, c'est un petit peu là où vous avez les plus belles plages. Par contre, ici, bon, vous avez aussi des endroits très beaux, mais là, c'est vraiment tout ce qui est activité économique. Les parcs industriels se situent forcément un petit peu en ligne droite du nord jusqu'au sud, ici, avec les différents points d'accès. On a à Clark, ici, un aéroport international aussi. Donc pour tout ce qui est cargo, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, il s'agit d'une ancienne base militaire américaine, donc avec de l'espace, avec des pistes d'atterrissage qui sont plus propices que celle de Manille, qui est vraiment plus sur du commercial. Donc Clark, c'est un point d'entrée plutôt intéressant et plutôt stratégique, parce qu'encore une fois, on n'a pas le problème de congestion qu'on peut avoir sur Manille. Et puis, Cebu, vous avez également un aéroport international. Malheureusement, depuis la France, c'est relativement difficile d'accès. Mais vous avez des vols, si par exemple vous êtes en connexion, vous avez des partenaires dans d'autres pays, il y a des vols directs pour Cebu, par exemple du Vietnam, de Taïwan, de Corée, et ainsi de suite. Donc c'est aussi possible de faire le transfert là-bas. Par exemple, pour Sabela, ils sont dans les Visayas. Donc c'est une région aussi intéressante. Dans les Visayas, il y a aussi énormément de projets en solaire. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais par exemple, un des projets qu'on a listé pour vous en termes de présence française, qui est en fait le plus gros parc solaire en Asie, qui est situé dans les Visayas, qui a été mis en place par Bouygues. Donc on est justement sur des endroits où il y a de l'espace aussi. Et puis Mindanao, donc je vous parlais avant du conflit avec les indépendantistes musulmans qui sont situés principalement sur ces îles-ci, tout au sud. Donc vous voyez, en termes de distance, là on est à 2 heures d'avion entre Manille et jusqu'ici, et c'est quelque chose de vraiment très localisé. Mindanao, donc vous avez ici qui est vraiment connu pour tout ce qui est industrie, commerce. Ici c'est le tourisme. Et la dernière partie, Mindanao, qui est vraiment plus connue pour tout ce qui est agriculture. Donc j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure une des choses qui se fait beaucoup à Mindanao, c'est la production de café et de cacao. Donc c'est quelque chose aussi... Oui, qui ont des besoins justement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Donc Nestlé, par exemple, a une production très importante de café aux Philippines, à Mindanao. Par contre, tout part pour le marché local. Donc c'est pour ça qu'en général, les gens n'ont pas forcément une idée du café philippin. On est vraiment sur une production qui est consommée de façon locale. Donc ici... là, on est sur du mégawatt-heure en termes de différence en consommation sur les différentes régions. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment pour vous montrer que Luzon, c'est là où il se passe la plupart des projets, c'est là où il y a la consommation la plus importante en termes d'habitants, mais aussi en termes de consommation industrielle ou consommation commerciale. Donc là, si vous voyez la différence en termes de pourcentage, donc tout ce qui est domestique, on est à peu près équivalent, hein, mais en termes de commercial et en termes d'industriel, on a quand même une composante plus importante ici. Après, c'est du pourcentage par rapport à l'utilisation sur l'île. Hein. Mais on est sur une consonance vraiment plus commerciale, industrielle. Pourquoi le pourcentage est plus faible sur les Visayas et sur Mindanao? C'est parce que, encore une fois, on est sur des régions qui sont un petit peu, je dirais, un peu plus pauvres. Donc une activité commerciale qui est en fait en général ramenée sur Manille. Donc on a des activités industrielles, c'est pour ça qu'au niveau industriel ici, vous avez tout ce qui est transformation de produits qui se fait dans ces régions-là, mais ensuite sur toute l'activité commerciale, ça repasse sur Manille. Alors, on parlait du gouvernement et des différents plans. Du gouvernement. Donc on a un nouveau budget de 41 millions d'euros qui a été présenté et approuvé par le ministère de l'Énergie pour l'année 2018. Alors les principales
mission et la principale vision de ce projet-là, c'est vraiment l'accès à l'électricité. Parce qu'on est quand même encore dans un pays où il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, je dirais, un soutien assez fort du gouvernement, même pour des acteurs privés étrangers, parce qu'il y a cette volonté de donner accès à toute la population à l'électricité. On a aussi des formalités administratives, encore une fois, ça va dans le sens d'alléger en fait, cette tendance à la corruption par l'allègement des formalités administratives pour avoir accès à ce type de projet. Parce qu'on était, il y a quelques années, dans des situations où il était extrêmement difficile pour un acteur privé étranger de venir s'intégrer sur un processus d'appel d'offres, de venir s'intégrer sur différents projets. On a aussi différents projets et le développement d'installations de gaz naturel qui est assez nouveau aux Philippines. Ce n'est pas quelque chose qui a été très poussé. Donc là, c'est un petit peu la première fois que le gouvernement vient en parler. Donc c'est assez intéressant à prendre en compte pour l'année 2018. Donc, du coup, on est aussi un pays qui est assez vulnérable aux catastrophes naturelles. Donc, cette idée d'avoir plus d'électricité, c'est aussi de pouvoir anticiper ce type de besoin. Donc, nous, par exemple, dans la ville de Makati, qui est le centre d'affaires du pays, on est une zone prioritaire. Donc, s'il y a un typhon, qu'on a des coupures d'électricité, on est prioritaire, donc on reçoit en général de l'électricité au bout de 24 heures, on est nouveau, on est bon. Par contre, quand vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes dans des endroits assez isolés, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui rend la chose d'autant plus compliquée, c'est qu'on n'a pas forcément des centres de production qui soient, je dirais, étalés à l'ensemble du pays. Donc si vous avez, on a eu un tremblement de terre l'année dernière dans la région des Visayas, vous aviez toute une partie de l'île qui avait été affectée par ce tremblement de terre en termes d'accès à l'énergie, parce que la principale centrale à charbon en fait a été détruite. Donc on s'est retrouvé dans des situations où on n'avait pas d'alternative. Donc du coup, c'est vraiment cette volonté du gouvernement d'avoir aussi différentes sources dans différents endroits pour pouvoir un petit peu anticiper ce type de situation. On est forcément, encore une fois, sujet à des catastrophes naturelles assez récurrentes parce qu'on est dans le Pacifique et qu'il y a des typhons, il y a des vents chaque année. Les typhons, ça fait un peu peur aux gens en France, mais aux Philippines, on en a 20 par an. Donc, ce n'est pas toujours des choses qui sont d'envergure. Par contre, il y a toujours, en général, un peu un impact sur les infrastructures. Donc, il y aura toujours des coupures électriques et ce genre de choses qui seront liées à ce type d'interruption. Après, on est aussi sur la fissure au milieu du Pacifique. Donc c'est pour ça que ça tremble de temps en temps. On est juste en dessous du Japon, donc on est un petit peu sur les mêmes problématiques. Donc c'est pour ça aussi qu'on a de nouveaux projets aussi au niveau énergétique qui prennent en compte des normes sismiques, ce genre de choses. Parce qu'on est quand même dans une situation assez à risque, dans le sens que les infrastructures, surtout pour tout ce qui est centrale à charbon, c'est des choses qui ont été mises en place et construites il y a des années. Donc c'est vraiment cette idée d'appeler des nouveaux projets et d'appeler des experts de l'étranger. Donc c'est plutôt intéressant et un bon moment pour venir aux Philippines si vous avez une expertise qui peut justement se brancher dans ces différents soutiens du gouvernement. Et depuis 2008, on a le Renewable Energy Act qui a été mis en place aussi par le ministère de l'Énergie pour justement diversifier un petit peu le mix énergétique du pays. Donc avec des congés fiscaux, des exonérations de taxes, et puis aussi des incitations. Alors ce qu'on appelle les incitations en espèces, c'est vraiment des aides à la mise en place sur les parcs industriels, ce genre de choses. Donc des remises un petit peu, si vous voulez, à l'installation. Exonération d'impôts, et puis aussi des subventions en fonction des projets que vous avez. Alors, il faut savoir que cette loi est encore en vigueur, que les tarifs ont été renouvelés, donc on est sur quelque chose de relativement pérenne et avec des incitations plutôt intéressantes. Donc on parlera, là on parle rapidement de la transition énergétique, mais on parlera des projets en cours tout à l'heure, parce que je sais que c'était une question qui nous avait été posée, comme ça vous donnera aussi une idée. On a une slide plus tard sur les appels d'offres en cours, donc ça vous donnera aussi une idée de ce qui se passe au niveau du gouvernement à l'heure actuelle. On a 29 projets énergétiques qui ont été approuvés par le gouvernement, mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est plutôt la suite.
Donc, je vous parlerai tout à l'heure des différents projets qui ont déjà été approuvés, des projets qui vont être mis en place. Donc là, ça, c'est les projets en cours. Donc, donc vous voyez les différents projets en fonction des différents types d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est tous les projets qui sont encore en cours au 31 décembre 2017. Donc c'est les dernières données du gouvernement philippin. On est principalement forcément sur l'usage commercial parce que c'était lié à la reconduction des tarifs préférentiels pour le rachat des énergies renouvelables. Mais encore une fois, avec le nouveau plan du gouvernement en 2018, la part de l'usage personnel devrait aussi augmenter parce que c'est vraiment une volonté, Après, on est aussi dans une situation où on a énormément, encore une fois, soit les parcs, soit les sociétés elles-mêmes, soit même des fois des villages. Donc on a des villages qui ont leur propre production. Et vous parliez de tarifs d'injection. Il y a des tarifs oui, et ils sont de quel ordre? Je vous les montre, je pense que c'est ma slide suivante. Donc tarif de rachat, ici. Donc on est en fonction du type d'énergie. De toute façon, vous aurez accès au slide. Vous avez le tarif de rachat garanti qui vient d'être renouvelé. Donc ça, c'était les tarifs qui avaient été mis en place. C'est moins intéressant que la première fois qu'ils l'ont mis en place. Là, le taux de change, on est à 63 pesos pour 1 euro. Donc, ouais. C'est pas viable, la biomasse à 0,9. C'est pour ça qu'encore une fois, ils ont mis en place... Alors, c'est pour ça qu'ils essaient de pallier à ça avec des congés fiscaux, ce genre de choses, des incentives et plein d'incentives pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent. Ça a été fortement critiqué parce qu'en fait, ça a été des tarifs de rachat qui ont été renégociés et qui ont été renégociés principalement par les acteurs privés philippins et les groupes dont je vous parlais auparavant. Donc là, on est sur... voilà, ça, encore une fois, ça c'est... Oui, et c'est pour ça qu'on a, des... Mais le problème du solaire, c'est que c'est intermittent. Enfin, tu viendras pas remplacer du charbon pour plusieurs milliers de mégawatts par du solaire, quoi. Mais il y a deux problèmes. Il y a le fait de résoudre le problème énergétique. Il y a le problème de résoudre le problème énergétique, et puis après, il y a deux façons de le résoudre d'une manière économiquement viable. Et moi, quand je regarde éolien, c'est que du posé. Hein. Oui. Enfin, c'est du onshore. C'est onshore, il n'y a pas de offshore aussi. L'éolien, ça doit passer. Biomasse, j'ai pas trop de notions à 9 centimes. Biomasse à 9 centimes, c'est pas viable. Sauf si tu valorises très bien ta thermique à côté, mais et puis accessoirement, ça dépend aussi beaucoup du prix de la ressource en bois. Oui, est-ce qu'elle est cadeau ou pas, quoi. Ouais. L'hydraulique à 12 centimes, ça va dépendre de l'hydraulique. Et puis à 6 centimes le solaire, c'est la limite pour qu'un développeur gagne un minimum d'argent, quoi. 6 centimes, il faut être bon dans l'achat. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi une autre variable qu'on n'a pas, c'est quoi le salaire moyen, le niveau de vie moyen? Oui, alors justement, donc pour remettre les choses dans le contexte, alors... Si, on en a un. Il y a un SMIC, mais qui dépend des endroits où vous êtes. Donc à Manille, c'est le SMIC le plus élevé, et on est aux alentours, avec le taux de change actuel, de 350 € par mois. Charge comprise. Charge comprise. Ah bah oui, c'est des perspectives. Voilà. Donc c'est pour ça que encore une fois, on parlait tout à l'heure du prix de l'électricité. Pour les Philippins, c'est extrêmement cher. Oui, en proportion, c'est beaucoup plus cher que chez nous, mais en absolu. Oui, après, il y a un coût de production qui n'est pas forcément... Le coût de production, il ne va pas changer beaucoup là-bas ou chez nous. Absolument, oui. Absolument. Donc après, ça... photovoltaïque peut-être parce qu'ils ont un ensoleillement qui est beaucoup plus important que le nôtre. Oui. Ah oui, ça, oui. Du soleil, on en a. Donc... Ouais, mais entre du soleil en Espagne, en sud de l'Espagne et aux Philippines... c'est ça. Enfin, Après, de toute façon, aujourd'hui, il y a des installations solaires. Il y a des installations solaires. Ils rachètent le prix à 6 centimes le kilowatt. Oui. Donc, c'est qu'ils doivent y trouver leur compte, sinon ils ne l'auraient pas fait. Absolument. Après, encore une fois, donc Bouygues, je vous montrerai les chiffres en termes de production, mais Bouygues a un des plus gros parcs solaires d'Asie là-bas.
Ça, des fois, on peut dire, bon, c'est peut-être un projet vitrine, bon, est-ce que c'est vraiment rentable? On ne sait pas trop. C'est vrai que là, il y a vraiment un petit peu une question. Par contre, on a beaucoup d'acteurs privés, et justement des sociétés françaises aussi, qui viennent avec des partenaires locaux sur des plus petits projets au niveau du solaire. Donc, juste une question. S'il y a du rachat, c'est-à-dire que ça, c'est toutes les parties qui est juste réseautées? Oui, ça c'est les parties réseautées. Par contre, il y a la partie privée. Exactement. Okay. Donc il y a encore toute la partie privée. Il y a des réglementations propres à ça, donc je pourrais aussi vous donner les informations parce qu'il y a quand même des réglementations pour qu'on ne soit pas sur des choses qui ne soient pas vraiment en adéquation avec les tarifs qui sont sur le grid. Mais par contre, effectivement, il y a des réseaux internes aux parcs industriels, aux zones privées qui ne sont pas connectés. Et là, on n'est pas soumis au tarif de rachat du gouvernement. Mais encore une fois, il y a quand même des limitations. Ce n'est pas possible de faire exactement ce qu'on veut là-dessus. On a eu des sociétés du type Schneider qui produit, qui est en fait sur le marché des panneaux solaires aux Philippines, qui a eu faire face à ça en fait parce qu'ils se sont retrouvés dans quelque chose où en fait ils étaient off-grid, mais il y avait quand même des réglementations à prendre en compte qui sont pas négligeables. Mais ça vous donne un peu plus de flexibilité. Donc ça c'est aussi possible. Et encore une fois, les projets qui avaient été mis en place, on était sur un taux de change qui était plus aux alentours de 50. Donc on a vraiment une variance au niveau du taux de change qui est pas négligeable. Donc on était à moins de 50, on est à 63 en l'espace de 6 mois. Ça a aussi une influence au niveau pour les sociétés étrangères. Donc maintenant, comment intégrer le marché philippin? Donc vous pouvez chercher un partenaire local. Et vous pouvez, des fois, donc pour tout ce qui est projet d'appel d'offres public, vous êtes obligé de créer une structure locale. Donc vous pouvez créer une joint venture pour ce projet-là, uniquement pour le projet pour l'appel d'offres. Donc ça, c'est possible de mettre en place. Mais il vous faudra de toute façon une structure locale pour pouvoir participer aux appels d'offres publics. Il y a des projets privés, les projets off-grid justement. Là, c'est possible de venir et d'intervenir dans le cadre d'un partenariat qui ne soit pas une création d'entreprise locale. Donc, du moment que vous avez un partenaire local, vous pouvez venir vous insérer sur ce type de projet. On va parler des appels d'offres derrière. Comme ça, vous avez un petit peu... donc là, encore une fois, on est soumis aux 40% de la limitation de la création d'entreprise. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas toujours nécessairement la meilleure chose à faire de venir sur des projets d'appel d'offres publics. Bon, ça c'est vraiment, encore une fois, très technique sur la création d'entreprise. C'est les différentes entités légales. Donc, vous avez les 4 différentes étapes d'enregistrement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on met à peu près 6 mois à créer une structure locale. Processus d'appel d'offres. Donc, vous avez un petit peu deux schémas possibles. Vous avez le processus avec les appels d'offres qui sont déjà listés par le gouvernement, qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Énergie. Donc, vous avez différents process ici, donc vous êtes obligé forcément de déposer votre dossier, mais la condition sine qua non pour pouvoir déposer votre dossier, c'est justement d'avoir une structure aux Philippines. Par contre, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est tout ce qui est non sollicité. Donc, c'est des présentations de projets directement au ministère de l'Énergie qui peuvent être intéressants pour eux. Donc, si vous avez un projet ou une solution ou une technologie qui soit assez nouvelle ou assez novatrice, vous pouvez directement venir leur déposer votre projet. Les appels d'offres en cours. Donc là, on est sur la géothermie et de l'hydraulique. Donc ça, c'est les différents appels d'offres qui sont en cours avec justement les différentes localisations et aussi les données techniques. Donc on a des projets de façon consistante. Je pourrais vous donner le lien aussi du ministère de l'Énergie. Ça vous donnerait aussi un petit peu une idée de ce qui se passe. On est sur des processus assez transparents quand même en termes de processus d'appel d'offres public. Donc voilà, j'étais pas sûre à l'époque que Sabella venait, mais en tout cas, il y a une entreprise bretonne qui est présente aux Philippines. Je vous parlais justement de Bouygues avec leur parc solaire. Donc Prudent du Sud-Gaz, 7e au monde, dans la partie Negros. Et puis on a une structure française, Urbasolar,
qui vient aussi de remporter un contrat, qui est en train de signer, qui est en train de mettre en place la construction d'un parc solaire. Donc le solaire a plutôt le vent en poupe à l'heure actuelle aux Philippines et avec des technologies françaises. Donc après, on a aussi des sociétés françaises qui produisent une partie des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas forcément listés ici, mais qui sont aussi intégrés à des projets aux Philippines. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu tout pour la présentation. Je sais qu'on a des entretiens individuels parce que au moment de la création de la présentation, on ne savait pas exactement qui représentait quel type d'énergie renouvelable et quel type de solution. Donc maintenant que vous êtes là, on pourra discuter un petit peu plus en détail des différentes solutions et de vos différentes activités. Donc est-ce que déjà vous avez des questions de façon plus générale avant de rentrer dans le détail ? Non ? Avec le micro. J'allais peut-être la poser en entretien, mais ça peut intéresser tout le monde. En fait, il y avait une agence de garantie export, Philexim, qui fonctionnait depuis 2009, qui a été dissoute en 2017. Oui. Et donc, on attend toujours des nouvelles sur la création d'une nouvelle agence. Donc, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ça ne fait pas partie du gouvernement, en fait, de mettre une nouvelle agence pour remplacer exactement ce qu'ils faisaient. Après, on a des bruits qui courent, comme quoi il y aurait peut-être une reprise partielle de leur activité par 2 agences gouvernementales, mais à quel titre et quelle est l'étendue en fait, de leurs activités, on ne sait pas pour l'instant. Mais nous, c'est quelque chose qu'on suit, parce que forcément, ça intéresse les sociétés. Et c'est, je dirais, un mode de fonctionnement qui est assez compréhensible pour les sociétés françaises qui ont l'habitude de ce type d'agence en fonction des pays où ils sont. Mais pour l'instant, non, Philexim sont plus sur la carte et n'auront pas en tout cas une nouvelle agence qui va les remplacer. Il y aura peut-être, comme dit, une reprise partielle de leurs activités par d'autres agences gouvernementales. Et vous avez une idée de l'agenda ? Parce que nous, en fait, on a un appel d'offres qui nous intéresse en 2019. Pour un financement international, on a besoin d'une garantie de l'État philippin. Donc, si l'agence n'est pas créée, ça nous passe sous le nez. Je pourrais me renseigner directement. On a un rendez-vous là quand je rentre aux Philippines avec le gouvernement sur des sujets, pas ce sujet-là, mais des sujets relativement similaires. Donc, on pourra leur demander. Je vous dirai. Et effectivement, je pense que ça peut être intéressant pour la plupart d'entre vous. D'autres questions? On va attendre les rendez-vous individuels du coup pour parler des choses qui vous intéressent de façon plus directe. Donc merci beaucoup. Et puis alors j'ai pas le planning direct des rendez-vous.